Eh bien, merci. D'abord, bonjour à toutes et tous. C'est effectivement un plaisir d'être ici et d'essayer de discuter avec des francophones de tous les coins de la Terre. Donc, je me représente, je suis directeur de recherche à l'INSERM et je dirige une équipe de recherche au Centre de recherche des Cordeliers qui est situé au cœur de Paris, rue de l'École de médecine. Et ma spécialité sont l'étude des anticorps monoclonaux et de leurs effets. J'ai effectivement déjà présenté une conférence qui a porté beaucoup sur les formats d'anticorps. Et aujourd'hui, je vais vous présenter les nouvelles tendances du développement des anticorps monoclonaux thérapeutiques en oncologie. Je laisse la parole à mon collègue et ami, le professeur Luc Mouton. Merci Jean-Luc. Je m'appelle Luc Mouton et je suis professeur de médecine interne à l'hôpital Cochin, où je m'occupe principalement de patients atteints de maladies auto-immunes. Et j'exerce aussi une activité de recherche. Je co-dirige une équipe qui s'appelle Neutrophile et Vascularite au sein de l'Institut Cochin. Et donc, je m'intéresse très particulièrement aux maladies auto-immunes vasculaires. Je prendrai quelques exemples de maladies auto-immunes pour discuter de l'intérêt des biothérapies dans ces maladies. Voilà. Voilà, et donc, vous l'aurez compris, vous allez avoir d'abord une présentation, disons, à orientation plus fondamentale autour de questions qui se posent dans l'utilisation des anticorps monoclonaux dans le traitement des tumeurs. Et ensuite, vous aurez tout le loisir de poser des questions à un grand clinicien qui est à côté de moi. Je vais donc commencer maintenant mon exposé. Et donc, juste pour vous dire qu'il y a, je vous rappelle, près d'une trentaine d'anticorps monoclonaux qui ont des autorisations de mise sur le marché à travers le monde. Il y a une dizaine qui sont des anticorps utilisés pour les maladies inflammatoires, les pathologies inflammatoires et ou auto-immunes. Donc j'imagine que Luc va vous en parler plus en détail. Et en ce qui concerne l'oncologie, vous voyez qu'il y a déjà 16 anticorps monoclonaux qui ont des AMM pour le traitement de différentes tumeurs et principalement donc le premier de ces anticorps qui a été le déclencheur, si je puis dire, de tous les anticorps en oncologie, c'est le rituximab, qui est un anticorps contre une molécule qui s'appelle CD20 et qui est pour le traitement du lymphome. Et un des autres grands anticorps de cette catégorie, c'est le trastuzumab. Ce sont les deux anticorps sur lesquels je vais revenir plus particulièrement, qui est utilisé dans le traitement des cancers métastatiques du sein. Juste un petit rappel de nomenclature, il y a toujours des noms un peu étranges. Il y a des noms évidemment génériques et des noms de firmes. Les noms génériques, comme rituximab, trastuzumab, en fait, permettent de repérer la nature moléculaire de l'anticorps. Je vous rappelle que rituximab, la syllabe xi, correspond au fait que ces anticorps sont des anticorps chimériques, c'est-à-dire que ce sont des anticorps qui sont dérivés d'anticorps de souris et qui ont des parties variables de l'anticorps de souris, alors que leurs parties constantes sont humaines. Des anticorps qui sont un peu plus sophistiqués, comme le trastuzumab, qui correspondent à des anticorps où seules les parties hypervariables qui sont responsables de la fixation aux épitopes sont d'origine souris, tout le reste de la molécule correspondant à des séquences humaines d'anticorps. Et comme vous le savez, maintenant a émergé depuis maintenant près de 10 ans une nouvelle catégorie d'anticorps complètement humains, qu'on symbolise donc par SOU, par U, comme la dernière génération des anticorps, LUB, qui est, je vais y venir tout de suite, des anticorps qui ont eu des AMM dans les 2-3 dernières années. Alors, ce dont je voudrais vous parler ce matin, c'est pas vous faire un listing détaillé de tous ces anticorps, c'est vous donner un peu les tendances du champ dans le développement de nouveaux anticorps thérapeutiques et surtout leur utilisation. Comme vous le savez, les anticorps en oncologie sont des anticorps qui ont été utilisés d'abord avec des concepts
reposant sur le recrutement de ce qu'on appelle l'immunité innée. Vous voyez que dans cette diapositive, un certain nombre de modes d'action des anticorps par rapport à des situations tumorales. Vous avez des anticorps capables d'induire des programmes de mort cellulaire dans la cellule tumorale. C'est par exemple le cas peu ou prou de l'anticorps anti-CD20 qui s'appelle rituximab. Vous avez des anticorps qui inhibent l'activation de certains récepteurs, soit en bloquant le ligand, soit en bloquant le récepteur. C'est par exemple le cas de l'anticorps anti-R2-neu, trastuzumab, ou d'un autre anticorps qui s'appelle cetuximab, qui est dirigé contre le récepteur de l'EGF. Vous avez aussi évidemment des anticorps dont l'action repose sur le fait qu'ils sont capables de recruter des mécanismes effecteurs de l'immunité, notamment activer la voie classique du complément, qui passe par la fixation de la molécule C1Q sur la région FC de ces anticorps, ou alternativement, et sans que ce soit forcément exclusif, ces anticorps fixés sur la cellule tumorale sont capables de recruter des cellules du système immunitaire qui ont à leur surface des molécules appelées récepteurs pour la région FC de l'anticorps. Et ce recrutement va conduire à des mécanismes soit de cytotoxicité, ce qu'on appelle dans notre jargon la cytotoxicité cellulaire dépendante d'anticorps, soit à de la phagocytose par notamment des macrophages. Alors, ça c'est un peu la vision de recrutement immédiat de mécanismes effecteurs qui vont détruire la cellule. Mais depuis maintenant quelques années, il y a un nouveau concept qui est apparu dans l'oncologie, à savoir celui de la modulation de l'immunosurveillance de tumeurs. De plus en plus de travaux montrent clairement que dans un certain nombre de cas de tumeurs, le système immunitaire joue un rôle essentiel dans le contrôle de la progression tumorale. Il y a, depuis à peu près une dizaine d'années, un ensemble de travaux qui ont montré que sur des grosses pathologies extrêmement communes comme les cancers du côlon colorectal ou les cancers de poumon, un ensemble de mécanismes visant à contrôler la progression tumorale tente de se mettre en place, se met en place. Cependant, ces mécanismes sont contrebalancés par l'induction d'autres mécanismes qui visent à bloquer cette réponse antitumorale. Et depuis quelques années, sont apparus des essais thérapeutiques qui visent à cibler des molécules impliquées dans ces mécanismes d'inhibition de la réponse immune antitumorale. Alors, je ne vais pas vous faire là aussi un listing exhaustif de toutes ces molécules. Les plus connues à l'heure actuelle et les plus travaillées sont ces molécules CTLA4, PD1, PDL1, qui sont exprimées sur des lymphocytes en ce qui concerne CTLA4 et PD1, ou sur les cellules tumorales en ce qui concerne PDL1. Et le jeu de ces molécules, comme le montre la diapo suivante, c'est que ces molécules vont empêcher l'action des lymphocytes CD4 qui normalement sont recrutés par les mécanismes de l'immunité antitumoraux et qui vont être à la base de réponses antitumorales. Et ces molécules CTLA4 et PD1 ont comme fonction de bloquer, lorsqu'elles sont engagées par leur ligand sur une catégorie de cellules qu'on appelle les cellules dendritiques, sont capables de bloquer l'activation des lymphocytes CD4. Donc l'idée de toute une génération d'anticorps qui apparaissent à l'heure actuelle et dont l'un d'entre eux est déjà sur le marché, c'est de cibler non pas la cellule tumorale, comme le fait le rituximab ou le trastuzumab, mais de cibler des molécules inhibitrices de la réponse antitumorale, telles que CTLA4 ou PD1. Particulièrement, je voudrais m'intéresser à l'anticorps qui a eu l'autorisation de mise sur le marché en 2012, qui s'appelle l'ipilimumab de son nom générique, qui est dirigé contre cette molécule CTLA4 et qui a donc comme propriété de se fixer sur le domaine extracellulaire de cette molécule, empêchant cette molécule d'interagir avec les molécules
qui s'appellent, cela a peu d'importance, CD80 et CD86, qui sont exprimés sur les cellules dendritiques et qui empêchent, du fait de cette fixation, une autre molécule qui, elle, est exprimée aussi sur les lymphocytes T, CD4, et qui, elle, est activatrice, de jouer son rôle d'activateur. Donc, c'est en fait un système qui permet de bloquer une molécule inhibitrice de l'activité T antitumorale. Alors, c'est donc le concept d'inhiber l'inhibition de la réponse immunitaire antitumorale. Et actuellement, il y a un certain nombre d'anticorps développés par de grandes firmes pharmaceutiques comme des firmes plus restreintes de biotechnologie qui fonctionnent et qui sont en train de tester et développer ce type d'anticorps, donc qui sont des inhibiteurs de l'inhibition de la réponse antitumorale. Et je voudrais juste vous rappeler que cette ipilimumab a eu l'autorisation de mise sur le marché pour le traitement du mélanome métastatique de stade 4. Ça, c'est ce qui vous représentez sur ces diapositives, c'est l'étude pivot qui avait été publiée dans le journal, le New England Journal of Medicine, en 2010. Et j'ai extrait de cet article la figure majeure, qui est une réponse sur un nombre de patients extrêmement important, plus d'1 millier de patients, une réponse en termes de survie globale des patients qui a permis, dans ce groupe de patients qui a une moyenne de survie à 6 mois, de passer à une moyenne de survie à 10 mois. Alors, ça semble peu, c'est peu, mais je voudrais vous rappeler que dans les mélanomes métastatiques de stade 4, depuis de nombreuses années, il n'y a eu aucun progrès thérapeutique qui permettait de penser qu'on pourrait effectivement augmenter une certaine durée de survie chez ces patients. Alors, comme tout médicament, je voudrais attirer l'attention sur le fait que les anticorps monoclonaux sont des médicaments, sont des molécules qui ont évidemment des effets secondaires, et notamment, bien entendu, bloquer des molécules qui, normalement, contrôlent et régulent l'activité des lymphocytes T, on peut penser que ça va avoir des effets secondaires importants, ce qui est le cas, puisque, bien entendu, non seulement on bloque, l'idée c'est de inhiber l'inhibition de la réponse immune antitumorale, mais en faisant cela, on va aussi inhiber les capacités régulatrices de CTLA4 dans l'ensemble du dispositif humain du patient. Et ceci conduit à une activité accrue excessive de l'immunité des patients et qui se marque par des signes cliniques importants, et notamment au niveau de diarrhée et de colite, de dermatite et d'hépatite qui peuvent être extrêmement sévères. Et vous voyez par exemple dans cet essai, si vous regardez un peu les indications et ce qui a été publié par les agences de sécurité sanitaire, il y a eu un arrêt du traitement chez 10% des patients. Alors, cette vision qui maintenant est passée dans les faits, puisqu'il y a effectivement des anticorps dont l'ipilimumab qui lui-même a une AMM, d'autres vont l'avoir probablement dans les mois qui viennent, s'accompagne d'une autre réflexion par rapport à l'utilisation des anticorps monoclonaux en oncologie. Et c'est notamment l'idée qu'il faut dépasser cette idée assez simpliste qu'un anticorps monoclonal antitumeur en oncologie recrute quelques mécanismes de l'immunité innée et que finalement la messe est dite et que rien de plus ne se passe. Bien évidemment, on peut penser que l'introduction d'un anticorps capable de détruire des cellules tumorales va avoir un impact justement sur cette réponse immunitaire antitumorale éventuellement déjà développée par le patient. Et c'est ce qui est exploré dans un certain nombre de cas, notamment avec deux anticorps, un anticorps dirigé contre R2-nœud, qui s'appelle donc le trastuzumab, et un anticorps dirigé contre la molécule CD20, qui s'appelle le rituximab, comme je vous le disais. Juste ces diapositives, c'est pour
vous recentrez un peu le débat actuel. Donc la vision actuelle, c'est que des cellules tumorales qui se recouvrent d'anticorps, peu ou prou, arrivent à être détruites avec des signaux de danger qui accompagnent cette destruction, des captures de complexes humains par des cellules, notamment les cellules qu'on appelle dendritiques immatures, qui sont des cellules capables de présenter l'antigène. Ces cellules, après internalisation de complexes humains ou de débris cellulaires, vont maturer, se transformer en cellules réellement présentatrices d'antigènes, c'est-à-dire de peptides dérivés de protéines tumorales, qui va, à ce moment-là, cette cellule va être capable de présenter ces peptides à des lymphocytes T naïfs, CDK+, qui vont à ce moment-là s'activer avec l'aide d'un certain nombre de cytokines, comme vous le voyez, interleukine 2, interféron et d'autres. Et ceci va finalement conduire à l'émergence d'une réponse T, CD4 et CD8. Vous savez que notamment le compartiment CD8 est un compartiment qui mature en cellules cytotoxiques et que cette réponse va être mémorisée et pourrait rendre compte d'effets à long terme des anticorps antitumoraux chez un certain nombre de patients, où donc on aurait au départ un recrutement d'immunité innée et un relais vers une immunité adaptative. Alors, est-ce qu'il y a des arguments expérimentaux pour ceci? Je voudrais juste vous donner les références de deux papiers qui sont les papiers un peu pionniers du champ. Un qui concerne le trastuzumab, donc dans le système tumeur du sein R2-nœud, et un papier qui concerne anti-CD20 que d'ailleurs mon labo a publié en 2010. Et juste pour vous donner quelques éléments, R2-nœud, donc, c'est une molécule qui est surexprimée dans un certain nombre de cancers du sein, 20 à 30%, ça fait partie de la famille des EGF récepteurs. Le trastuzumab, qui était un des premiers anticorps développés en oncologie, est une IgG1 humanisée, anti-R2-nœud, et qui se fixe sur un épitope extracellulaire de R2-nœud et qui va conduire à un blocage de la prolifération des cellules qui surexpriment cette molécule. Les indications actuelles de trastuzumab, c'est avant tout le cancer du sein métastatique où R2 est surexprimé, en association avec de la chimiothérapie ou en monothérapie chez les patients qui sont en échec de la chimiothérapie ou de l'hormonothérapie. La seconde indication, c'est l'adénocarcinome métastatique de l'estomac, également évidemment avec une surexpression R2, en association avec de la chimiothérapie. Alors les modes d'action de cet anticorps, c'est l'inhibition partielle de la croissance des cellules avec un blocage d'un certain nombre de molécules liées au cycle cellulaire, une inhibition de la réparation de l'ADN avec une chimiosensibilisation due à cette inhibition, et enfin, comme je vous le disais, de recrutement de mécanismes effecteurs, notamment de cytotoxicité dépendant des récepteurs FC présents sur les macrophages, sur les cellules natural killer. Vous voyez que tout un ensemble d'actions qui ont conduit un certain nombre de chercheurs à s'interroger sur l'existence d'une immunité adaptative. Alors, comme ce sont des travaux amont, ces travaux s'effectuent actuellement principalement dans des modèles de souris. Bien entendu, il y a un certain nombre de travaux à l'heure actuelle qui s'exercent chez des patients traités par ces anticorps pour rechercher effectivement s'il y a des relais vers l'immunité adaptative. Et ce que vous montre juste cette diapositive, c'est que dans un système de souris où on a des tumeurs R2 positives et qui sont traitées avec le trastuzumab, eh bien, quand les souris n'ont plus de système immunitaire, de l'immunité adaptative, ça s'appelle des souris RAG chaos, et RAG étant une recombinase permettant la recombinaison des récepteurs T et B de l'antigène, eh bien, à ce moment-là, vous n'avez plus la protection que vous observez normalement par le traitement dans ce modèle. Donc, il y a, évidemment, je ne vais pas passer au travers de tous les papiers qui sont actuellement publiés sur ce sujet, mais c'est juste l'idée centrale, c'est qu'il devient de plus en plus clair que dans un certain nombre de situations tumorales, en ce qui concerne R2-nœud,
il y a un relais vers de l'immunité adaptative impliquant les lymphocytes B et les lymphocytes T, un espèce d'effet vaccinal de l'anticorps thérapeutique. Et de la même façon, dans le modèle anti-CD20, je vous rappelle que CD20, c'est une molécule qui s'exprime sélectivement sur les lymphocytes B, même sur une partie des lymphocytes B qui vont de ce qu'on appelle les lymphocytes pré-B jusqu'aux lymphocytes matures, qui ne sont pas exprimés sur les plasmocytes ni sur les lymphocytes plus précoces dans l'ontogénie B, à savoir pro-B. Le rituximab est un anticorps chimérique qui fixe cette molécule, le domaine extracellulaire, et qui a donc eu des indications, tout d'abord dans le lymphome non-hodgkinien CD20+, les lymphomes folliculaires grade 3 ou 4, les lymphomes non-hodgkiniens agressifs diffus à grandes cellules, également un peu plus récemment dans son histoire, dans les leucémies lymphoïdes chroniques B, en association avec de la chimiothérapie, ou bien même désormais en monothérapie chez les patients en échec. Plus récemment, et je pense peut-être que Luc va vous en parler, le rituximab a obtenu une AMM pour le traitement de polyarthrite rhumatoïde en association avec le méthotrexate. Bien entendu, là aussi, il y a des effets indésirables. J'insiste sur tous ces aspects. Je suis sûr que Luc va vous en parler plus en détail, notamment en ce qui concerne le rituximab, des infections associées à des neutropénies et l'apparition de tumeurs secondaires. Donc, finalement, dans ce système également, parce qu'on sait que le mode d'action du rituximab passe également, entre autres, par ce recrutement de cellules de l'immunité effectrice, macrophages, cellules dendritiques et cellules NK, on arrive un peu à la même vision que dans le cas du trastuzumab, à savoir que l'utilisation de cet anticorps va conduire probablement à l'induction d'une immunité adaptative à long terme. Et ce que je voudrais vous montrer, c'est juste une expérience qui va dans ce sens. Si vous prenez dans un modèle murin des souris qui portent des tumeurs CD20+, que vous traitez avec un anticorps anti-CD20, vous en guérissez, en tout cas, vous permettez la survie d'un certain nombre de ces animaux, un nombre important de ces animaux, ça c'est pas nouveau, mais surtout lorsque vous attendez que ces animaux au fil des mois maintiennent leur survie, que vous prenez ces animaux après 2 ou 3 mois de garde dans un élevage de souris, vous réinjectez ces souris qui ont été traitées initialement avec l'anticorps, avec les cellules tumorales, mais sans nouveau traitement anticorps. Vous voyez qu'une partie de ces souris sont capables de se défendre contre cette réinjection tumorale, ce qui indique clairement, alors qu'on est très à distance du traitement par anticorps, ce qui indique clairement que ces souris ont développé un système mémoire capable de leur conférer une résistance à cette nouvelle réinjection de cellules tumorales. Je refais un petit peu de publicité pour conclure mon exposé, pour vous rappeler, si ça vous intéresse, que la revue Médecine Science, qui est une revue qui a fondé l'INSERM, a publié en 2009 un numéro spécial anticorps monoclonaux qui peut encore être obtenu auprès de Médecine Science, donc vous avez le site web. Vous avez d'ailleurs un certain nombre de ces articles qui sont maintenant accessibles gratuitement en ligne sur ce site, et donc je vous invite, si vous êtes intéressé par ce champ, à aller regarder ce numéro spécial qui, en 2009, publié en 2009, reste d'actualité. Et donc je vais céder la parole à mon collègue Luc, et je pense que nous prendrons l'ensemble des questions ultérieurement. Donc, je suis très heureux de participer à cette conférence et de vous parler de l'application des anticorps monoclonaux dans le domaine des maladies auto-immunes. Ça me permet de retrouver Monsieur Guédon qui m'a éduqué quand j'ai fait le M2 à Pasteur, donc j'étais très heureux de cette invitation aussi pour ça. Et donc, je vais peut-être commencer maintenant que les diapositives sont... Oui. Donc, je me translate devant les diapositives qu'on peut mettre en fait en format
augmenter peut-être. Voilà. Alors, en pratique, donc, comme je vous l'ai dit, je suis interniste et mon but aujourd'hui n'est pas de faire le panel de toutes les maladies au cours desquelles on pourrait proposer un traitement par des anticorps monoclonaux, par des biothérapies, mais de prendre quelques exemples pour illustrer à la fois le progrès majeur que représentent ces traitements dans la prise en charge de ces malades, mais aussi les limites de ces traitements, qui sont des limites à la fois en termes de risque, par exemple de risque infectieux, mais aussi des limites éventuellement, on va le discuter, financières. Alors, j'ai des conflits d'intérêts, comme nombre d'entre nous, mais la plupart je dirais, des financements qui émanent de ces conflits d'intérêts vont à mon association de recherche et nous aident en fait à mieux comprendre le mécanisme de ces maladies auto-immunes. Alors, très clairement, quand on fait un topo comme celui-là, il faut avoir beaucoup d'humilité. Parce qu'on a l'impression à un temps T de bien connaître les maladies auto-immunes et vous allez voir que lorsqu'on a lancé certaines thérapeutiques dans ces maladies, on avait une certaine idée. Et très clairement, en fait, la vérité est quelquefois autre. Et il y a encore beaucoup de progrès à faire. Vous verrez par exemple que l'exemple du lupus est très instructif sur ce qu'on sait, ce qu'on croit savoir, et puis quelques déceptions qu'on peut avoir avec certaines biothérapies. Alors, en pratique, Jean-Luc vous a expliqué comment s'organise la nomenclature des anticorps monoclonaux. Vous allez voir que finalement, beaucoup de données aujourd'hui disponibles le sont avec des anticorps qui sont encore des anticorps en fait en XIMAB, c'est-à-dire qui ont un nombre important d'acides aminés murins dans leur composition. Et je prendrai par exemple plus tard dans l'exposé l'exemple donc d'anticorps dirigés contre la molécule CD20 pour vous expliquer qu'un progrès technologique en termes d'anticorps monoclonal que représente l'ocrelizumab, qui est un anticorps qui est humanisé, qui a priori est un bien meilleur anticorps que le rituximab, qui est un anticorps chimique, eh bien on va voir que dans la prise en charge des maladies auto-immunes, en fait, eh bien, ça n'est pas le cas, et je vous laisse un peu sur votre faim jusqu'à la fin du topo où j'aborderai ce problème. Alors, je vais commencer par la polyarthrite rhumatoïde. Je ne vais pas vous rappeler ce qu'est la polyarthrite rhumatoïde. C'est une maladie inflammatoire articulaire qui est une maladie fréquente, qui, quand moi j'étais étudiant en médecine, était responsable d'un handicap très important auprès de nos patients qui avaient des déformations des mains, que vous connaissez. Et à l'époque, on avait seulement des médicaments d'administration par voie orale ou intramusculaire, et donc la corticothérapie pour prendre en charge ces patients. Et puis, je vous fais là le panel sur cette diapositive des médicaments de la catégorie des anticorps monoclonaux et biothérapie qui ont obtenu une autorisation de mise sur le marché dans la prise en charge des malades atteints de cette maladie. Et vous voyez qu'il y a en fait 9 médicaments qui ont obtenu un agrément et il y a 5 médicaments qui sont des anti-TNF. Et nous allons les aborder dans la diapositive suivante, mais seulement peut-être pour introduire les choses, un d'entre eux est un récepteur soluble. Et ce récepteur, pour augmenter sa demi-vie, a été dimérisé à l'aide d'un fragment constant d'IgG. Et cela permet d'avoir un effet thérapeutique autorisant des réinjections qui ne sont pas trop fréquentes. Et tous les autres sont des anticorps ou parties d'anticorps monoclonaux. Et puis il y a, et je ne reviendrai pas dessus dans le cadre de la polyarthrite rhumatoïde, donc je vais les détailler un petit peu. Il y a l'anakinra qui est en fait une molécule anti-inflammatoire naturelle que nous fabriquons tous, qui est l'IL-1 récepteur antagoniste. Et cet anakinra a été proposé en adjonction d'un traitement corticoïde et par méthotrexate. Je dirais de toutes ces biothérapies, c'est probablement la moins efficace. Et aujourd'hui, l'anakinra est surtout utilisé chez des malades qui ont une autre maladie qui est un syndrome auto-inflammatoire avec anomalie de l'axe d'activation de l'interleukine 1. Donc anakinra qui est peut-être la moins utilisée de ces biothérapies. L'abatacept qui va bloquer l'interaction TB, le rituximab donc qui va dépléter en lymphocyte B, et nous reverrons dans d'autres maladies comment on peut marcher le rituximab, et le tocilizumab qui est un anticorps monoclonal dirigé vis-à-vis du récepteur de l'interleukine 6. Donc par exemple, ce tocilizumab
va bloquer complètement la production de ces réactives protéines, empêcher la fièvre. Et bien entendu, chez un patient traité par tocilizumab, il faut être extrêmement vigilant vis-à-vis des manifestations infectieuses parce que l'expression habituelle des signes de l'inflammation n'est pas présente. Alors j'attire aussi votre attention sur le fait que parmi toutes ces biothérapies, une seule est dirigée vis-à-vis d'une cellule, c'est le rituximab, alors que toutes les autres ciblent en fait des récepteurs ou des cytokines à la surface de ces cellules. Alors vous voyez ici l'exemple des 5 biothérapies disponibles à vertu anti-TNF. Vous avez là 3 anticorps monoclonaux avec des anticorps qui peuvent être de chimériques à humains. Et très clairement, l'infliximab est le plus ancien, donc celui pour lequel nous avons le plus de recul. Mais l'adalimumab est un anticorps humain, donc avec un risque moindre d'acquisition d'une immunité dirigée contre les déterminants antigéniques de souris, donc caractérise l'infliximab. Donc de plus en plus, on a tendance à passer les patients qui étaient sous infliximab à l'adalimumab, mais ce n'est pas une règle absolue. De façon importante, il y a un fragment de région variable, un fragment FAB à activité anti-TNF qui a été combiné à un dérivé pégylé pour en augmenter la demi-vie. Et puis, enfin, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, eh bien, ce double récepteur du TNF qui est dimérisé grâce à un fragment constant d'IgG1, ce qui permet d'augmenter sa demi-vie. Alors, de façon notable, ce type d'anti-TNF est très efficace dans des maladies inflammatoires articulaires, comme la polyarthrite rhumatoïde, mais ça n'est absolument pas la seule. Par contre, dans des maladies granulomateuses, les anti-TNF marchent beaucoup mieux que le récepteur au TNF. Alors, ce qui est très important, c'est que ces anti-TNF peuvent avoir des effets secondaires, et ces effets secondaires, aujourd'hui, avec un grand recul, sont connus. On sait que ces anti-TNF ont complètement transformé la vie de nos patients. Les patients sous anti-TNF, notamment par exemple dans les spondylarthropathies, n'ont plus cette asthénie très intense qu'ils avaient en permanence. Ils ont une qualité de vie qui est absolument améliorée, en plus d'avoir ces douleurs beaucoup moins importantes. Mais finalement, l'effet secondaire le plus important, c'est ces réactivations de la tuberculose, donc des tuberculoses latentes qui ont été réactivées sous anti-TNF, avec un risque relatif qui est proche de 5, donc qui est très important. Et donc, il est classique maintenant de bien sûr expliquer qu'il faut faire une intradermoréaction, une radiographie thoracique avant de mettre quelqu'un sous anti-TNF. Et si on a des éléments pour qu'il y ait une tuberculose latente, eh bien, on donnera une bithérapie antituberculeuse pendant 3 mois. Et s'il y a des éléments pour une tuberculose maladie, bien sûr, cette tuberculose maladie devra être traitée. Alors, ce qui est important aussi, c'est que lorsqu'on regarde les analyses à long terme, les méta-analyses de toutes les études menées avec des anti-TNF, eh bien, il faut regarder que très peu d'études se sont intéressées à finalement la sécurité de ces produits à long terme, même si aujourd'hui on a la conviction qu'ils ne semblent pas induire de lymphome ou de tumeurs de néoplasie solide, mais surtout, il n'y a pas d'études comparatives de ces différents anti-TNF. Et pour cause, ils sont fabriqués par des laboratoires pharmaceutiques différents. Ces laboratoires n'ont aucun intérêt à interagir les uns contre les autres. Et donc, on manque cruellement dans ces types de maladies d'études comparant les biothérapies entre elles. Et la dernière chose, c'est que lorsque les auteurs des revues Cochrane signent ces articles, ils expliquent que c'est une limite à la science, que les études aient toutes été des études financées et pour lesquelles le promoteur était l'industrie pharmaceutique. Alors, je vais prendre un exemple qui, passant d'une maladie fréquente, la polyarthrite rhumatoïde, permet de passer à la problématique des maladies rares. Et là, je vais vous parler de vascularites. Les vascularites sont des maladies inflammatoires des vaisseaux. Et là, je vous parle de vascularites associées à des auto-anticorps, les anticorps anti-cytoplasme de polynucléaires neutrophiles, qu'on appelle aussi vascularites en cas positive. Donc ces vascularites en cas positif sont des affections rares. On pense qu'il y a à peu près 5000 nouveaux malades par an en France, comparativement à
300 000 à peu près malades atteints de polyarthrite rhumatoïde en France. Vous comprenez que ce sont des maladies rares. Et ces maladies-là sont caractérisées d'une part par des lésions de vascularite qui peuvent intéresser le rein, avec une glomérulonéphrite extracapillaire, qui peuvent intéresser les vaisseaux cutanés. Vous voyez ici des lésions de nécrose fibrinoïde, et qui peuvent se caractériser pour une maladie qu'on appelle maladie de Wegener ou granulomatose de Wegener, dont le nom vient de changer et qui s'appelle maintenant granulomatose avec polyangéite, des lésions granulomateuses qui peuvent intéresser le poumon, ici une lésion excavée sur un scanner thoracique, ou les sinus de la face. Et ces lésions granulomateuses sont classiquement plus difficiles à traiter que les lésions de vascularite. Alors les ANCA, ces anticorps anticytoplasme de neutrophils, diagnostiqués, trouvés pour la première fois en 1982, ont des cibles antigéniques qui sont d'une part la myéloperoxydase et d'autre part la protéinase 3 qui sont toutes deux présentes dans les granules des neutrophiles. Alors, de façon importante, en immunofluorescence indirecte, eh bien, on a une fluorescence cytoplasmique diffuse qui correspond en général à une reconnaissance de la protéinase 3 qu'on appelle PR3, ça c'est dans la maladie de Wegener ou granulomatose avec polyangéite, alors que les anticorps qui ont une fluorescence périnucléaire sont classiquement dirigés contre la myéloperoxydase. C'est la fixation des neutrophiles à l'éthanol qui fait que la myéloperoxydase se localise autour du noyau. Et donc, ce qui est important, c'est que ces anticorps ont une valeur diagnostique et les antiprotéinases 3 sont quasiment spécifiques de la granulomatose avec polyangéite ou maladie de Wegener, alors que les antimyéloperoxydases, eux, se retrouvent surtout dans la polyangéite microscopique et dans le syndrome de Churg-Strauss. Le syndrome de Churg-Strauss étant une vascularite systémique avec un asthme et une hyperéosinophilie. En pratique, le traitement de ces vascularites a deux grands axes. Un axe qu'on appelle traitement d'induction, d'attaque, et ce traitement d'induction associe des corticoïdes. Dans le cas de la granulomatose de Wegener systémique, toujours un immunosuppresseur, le cyclophosphamide, et dans les formes graves des autres vascularites, quand il y a une atteinte du rein, une atteinte digestive, une atteinte cardiaque, une atteinte du système nerveux central, le recours au cyclophosphamide, et dans un cas très particulier d'une insuffisance rénale sévère, avec plus de 500 micromoles de créatinine, l'adjonction des échanges plasmatiques. Alors sur cette diapositive, vous voyez que j'ai mis rituximab, point d'interrogation, quelle est la place aujourd'hui du rituximab dans ce traitement d'induction? Et puis après, comme ces malades rechutent une fois qu'ils ont été mis en rémission, un peu comme des patients qui auraient une néoplasie finalement, même si le pronostic est bien meilleur, eh bien il faut maintenir un traitement, une pression thérapeutique, et là c'est l'azatioprine, qu'on appelle chez nous Immurel, ou le méthotrexate, qui sont les traitements validés. Alors de façon importante, Jean-Luc tout à l'heure vous a montré un article du New England. En effet, le New England est une revue qui est extrêmement prestigieuse. Et donc l'été 2010, nous étions en vacances et nous avons reçu le numéro avec deux articles importants qui mettaient en évidence une efficacité du rituximab aussi importante que l'efficacité du cyclophosphamide dans ces vascularites en cas positif. Et il y avait une étude qui était une étude états-unienne d'un consortium d'investigateurs portant sur près de 200 patients, et puis une étude européenne qui, elle, s'était focalisée sur un sous-groupe particulier de ces patients qui avaient une atteinte rénale. Alors, de façon importante, vous voyez ici le schéma de ces deux études résumé sur une diapositive. Ce qui est très important, c'est que les Américains ont eu vraiment une attitude très, je dirais, avant-gardiste. Ils ont été très... Vraiment, ils ont osé lancer une étude, alors que lorsqu'ils ont inclus le premier malade dans l'étude en 2004, il n'y avait qu'un patient publié dans la littérature qui avait reçu du rituximab pour une vascularite en cas positif. Et ils ont été vraiment très audacieux, puisque ce qu'ils ont décidé, chez 197 patients, c'est de faire des bolus de méthylprénisolone, donc des corticoïdes à forte dose, c'est classique dans les formes graves de vascularite, et dans un bras du protocole, eh bien, de faire un traitement par endoxant. Aux États-Unis, ils le font par voie orale pendant 3 à 6 mois, associé à des corticoïdes par voie orale et un placebo de rituximab. Et dans l'autre bras, et c'est là que c'est assez osé, ils ont pris le rituximab en prescrivant la dose
qui a une autorisation de mise sur le marché dans le lymphome, avec des corticoïdes, et là un placebo de cyclophosphamide. Alors les patients, par exemple, portaient tous un chapeau pour que le médecin les prenant en charge ne voit pas s'il y avait une note d'alopécie induite par l'endoxan, par exemple. Mais là où ils sont très très audacieux, c'est que après 6 mois où on a habituellement l'induction d'une rémission complète, je vous ai expliqué qu'il fallait impérativement faire un traitement d'entretien. Et là, dans le bras classique, c'était l'azatioprine qui était choisi. Et dans le bras finalement alternatif, eh bien, ils ont décidé de continuer avec un placebo. C'est-à-dire qu'en fait, les patients n'ont reçu du rituximab qu'au tout début. Il n'y a pas eu d'injection d'entretien. Et dans le deuxième protocole, qui est un protocole européen, donc avec des patients plus sévères qui avaient tous une atteinte rénale, alors que là, moins de la moitié avaient une atteinte rénale dans l'étude américaine, dans ce protocole européen, une randomisation 3 contre 1, avec 11 patients seulement, 44 patients en tout qui recevront des corticoïdes et de l'endoxan intraveineux cette fois, et 33 patients qui recevront le traitement attesté, le rituximab, des corticoïdes, et comme on est un petit peu hésitant, on rajoute 2 petits bolus d'endoxan au début en se disant on ne sait jamais, l'endoxan pourrait manquer. Et puis là encore, on arrête donc le traitement d'attaque à 4 à 6 mois, et puis on prend le relais par de l'azatioprine dans le bras classique, et rien du tout dans l'autre bras, mais cette étude avait commencé après, c'est les Américains qui ont été novateurs en cette matière. Alors pour faire une longue histoire courte, j'ai déjà fait une bêtise là, eh bien, les résultats de ces 2 études sont en faveur d'une efficacité équivalente du rituximab au cyclophosphamide oral dans l'étude RAVE américaine et au cyclophosphamide intraveineux dans l'étude RITUXVAS européenne. De façon importante, eh bien, les effets secondaires eh bien, étaient à peu près aussi fréquents dans le bras cyclophosphamide que dans le bras rituximab dans les 2 études, et cela allant jusqu'à un nombre de décès étonnamment élevé dans le bras rituximab pour arriver à 18% de décès dans chaque groupe, alors qu'on avait vraiment le secret espoir que le rituximab serait bien mieux toléré et qu'il y aurait moins de décès dans ce groupe. On explique peut-être la fréquence des effets secondaires par l'adjonction de 2 bolus de cyclophosphamide dans l'étude RITUXVAS. Et lorsque ces 2 études ont été publiées dans le New England, avec donc un recul qui était seulement un recul de 1 an et une analyse des résultats en induction, eh bien, il était dit dans l'éditorial qui les accompagnait qu'il fallait en fait attendre les données du suivi évolutif. De façon importante, je n'ai pas donné les résultats, mais globalement, on est aux alentours de 60% de patients qui sont en rémission à 6 mois n'ayant plus de corticothérapie orale. Et pour vous dire les résultats à l'oral, ces résultats à long terme, à 18 mois, ne sont pas encore publiés. Mais dans l'étude à 18 mois, eh bien, quasiment 60% des patients dans les 2 bras ont rechuté à 18 mois, probablement du fait d'une très modeste corticothérapie qui est très précocement interrompue, mais il n'y a là encore, à 18 mois, pas de différence entre les 2 groupes, donc le rituximab se comporte bien. Et il se comporte tellement bien, ce rituximab, que je vous montre là le schéma d'une étude qui le teste en entretien. Je vous ai dit qu'il y avait le traitement d'attaque et le traitement d'entretien. Et le traitement d'entretien, une étude vient d'être communiquée à l'oral. C'est une étude de notre groupe, le groupe français d'études sur les vascularites. C'est l'étude MENRIT 100. Et cette étude comparait, après obtention d'une rémission complète chez des patients atteints de cette maladie, eh bien, comparait des injections de rituximab, 5 injections en tout, sur 18 mois, à dose réduite, qui était une dose de 500 mg par injection, à un traitement classique de référence par azatioprine. Et je vous le montre en relative exclusivité, puisque les données ne sont pas publiées aujourd'hui, l'article est en cours de rédaction. Eh bien, de façon importante, le nombre de rechutes dans le bras rituximab est bien moins important que dans le bras azatioprine. Je vous ai dit que l'azatioprine était le traitement de référence. Il y a 15 rechutes dans le bras azatioprine, 3 dans le bras rituximab. Donc on a l'impression que le rituximab, en plus de devenir petit à petit le traitement d'attaque de référence dans ce groupe de maladies, deviendra probablement le traitement d'entretien de référence dans ces maladies.
Et nous avons eu la surprise au cours de cette maladie de voir régresser des lésions granulomateuses, un peu plus lentement que les lésions de vascularite, mais régresser sous rituximab. Et là, je vous avoue que nous avons été très surpris de constater un tel résultat. Et en fait, ce résultat a été constaté avant que nous sachions, eh bien qu'en fait, grâce aux travaux de Jan Voswinkel, qui s'est intéressé aux granulomes de ces patients, eh bien en fait, dans les granulomes des lésions ORL de ces patients atteints de granulomatose de Wegener, il y a beaucoup de lymphocytes B. En fait, ces lymphocytes B sont probablement des cellules présentatrices de l'antigène dans le granulome. Elles sont colocalisées avec l'expression de la protéinase 3, qui est l'antigène au cours de cette maladie, et probablement que le rituximab va dépléter ces cellules présentant l'antigène dans ces granulomes et jouer non pas seulement sur la capacité du lymphocyte B à se différencier en plasmocytes et produire des anticorps, mais aussi en jouant sur, en empêchant son activité cellules présentant l'antigène et en empêchant également son activité de production de cytokines pro-inflammatoires. Alors je vais prendre maintenant un exemple qui est beaucoup moins glorieux, mais qui laisse penser qu'il y a des perspectives, le lupus. Et le lupus systémique, c'est une maladie que vous connaissez bien, je ne vais pas la redécrire, vous connaissez les critères internationaux de diagnostic. Et ce lupus est une maladie auto-immune plus fréquente que les vascularites en cas positif. On pense qu'il y a à peu près 30 000 patients en France, donc on est juste en dessous du seuil de 1 sur 2000. Et je ne vais pas énumérer les signes cliniques de cette maladie qui est protéiforme. Chaque patient, il y a une présentation assez singulière. Et au cours de cette maladie, des anticorps anti-ADN natifs double brin caractérisent la réponse immune. Alors de façon importante, eh bien, on ne traite pas tous les lupus pareil. Et quand on a un lupus cutanéo-articulaire, la clé de voûte, c'est le traitement par plaquenil, l'hydroxychloroquine avec de faibles doses de corticoïdes. Quand il y a des sérites, c'est toujours le plaquenil et des doses un peu plus importantes de corticoïdes. Et quand on est dans des formes sévères, eh bien, le plaquenil prévient les rechutes, mais on est plutôt avec de fortes doses de corticoïdes, des immunosuppresseurs que sont le cyclophosphamide et le mycophénolate mofétyle, et puis après, eh bien, avoir la place de différentes éventuelles biothérapies. Alors, de façon importante, il y a eu 2 études pivots d'utilisation du rituximab, toujours cet anti-CD20, dans la prise en charge de patients atteints de lupus. L'étude Explorer, qui s'est intéressée en fait à des patients peu sévères et qui testait en fait en adjonction à une corticothérapie du rituximab ou un placebo. Et pour faire en fait une longue histoire courte, lorsqu'on analyse les résultats de cette étude, malheureusement, eh bien, on voit qu'en termes d'absence de réponse clinique ou de réponse clinique partielle ou de réponse clinique importante, eh bien, il n'y a pas de différence entre les 2 bras. Et si on va vers l'étude, qui était une étude qui s'intéressait à des formes néphrologiques, qui est l'étude LUNAR, eh bien, cette étude de phase 3, qui utilisait comme immunosuppresseur le mycophénolate mofétyle, n'a pas démontré de bénéfice à rajouter dans un bras le rituximab. Donc, en clair et en résumé, eh bien, ces études peuvent être critiquables par la dose de corticoïdes utilisée, mais il n'y a pas d'éléments pour dire que le rituximab peut être efficace dans la prise en charge du lupus, qu'il s'agisse de forme non rénale ou de forme rénale. Vous verrez que la littérature est abondante sur des cas rétrospectifs, des séries de patients rapportés où le rituximab pourrait apporter quelque chose. Actuellement, nos collègues néphrologues, par exemple, pensent qu'il va y avoir vraiment un avenir pour l'utilisation du rituximab dans les glomérulonéphrite extramembraneuses lupiques, mais aujourd'hui, cela reste encore à démontrer. Et puis, il y a d'autres perspectives, et je vais passer sur cet éditorial de David Eisenberg qui commentait sur ce que je viens de dire sur ces études utilisant le rituximab. Il y a d'autres perspectives dans le lupus, et en particulier mettant en jeu la voie BAF-BLyS. Vous savez que BLyS est un facteur stimulant le lymphocyte B à proliférer et à produire de façon polyclonale des anticorps. Il y a un certain nombre de récepteurs de BLyS, BLyS étant produit par les cellules dendritiques, et il y a un certain nombre de biothérapies qui ont la capacité de venir bloquer soit la molécule BLyS, soit éventuellement des récepteurs solubles qui vont pouvoir bloquer cet axe de stimulation du lymphocyte B. Et de façon notable, eh bien, Benlysta, le belimumab, un anticorps anti-BAF, est une molécule qui est
actuellement qui a obtenu une autorisation de mise sur le marché dans le lupus. C'est important parce que la dernière autorisation de mise sur le marché dans le lupus était obtenue il y a en fait 57 ans. Il y a 3 médicaments qui avaient l'autorisation de mise sur le marché, l'aspégique, le plaquenil et les corticoïdes. Et donc en voilà un de plus. Ce qui est important de dire, je ne vais pas détailler, mais globalement, c'est là encore des malades peu sévères, c'est-à-dire que c'est des patients qui n'ont pas de néphropathie et qui n'ont pas d'atteinte du système nerveux central. Et il y a eu 2 études qui ont été menées, et les 2 études ont mis en évidence une amélioration significative chez les patients qui recevaient le Benlysta, en plus de la corticothérapie et du plaquenil. Alors, c'est important, c'est qu'il y a un agrément aux États-Unis, il y a un agrément en France, et il y a un blocage au développement, c'est qu'il a été décidé que cet anticorps serait payé sur le budget de service des médecins le prescrivant, ce qui est l'équivalent de dire qu'on ne pourra pas le prescrire, parce que bien évidemment, le budget de service, c'est compliqué de dire qu'on prend le traitement des patients dessus depuis la réforme de la T2A en France en 2006. Et puis, donc ici, vous voyez cette autorisation de mise sur le marché. Alors, j'en parle pour le lupus, mais ce qu'il faut savoir pour les vascularites, c'est qu'il n'y a aucune AMM actuellement en Europe et que la première AMM a été obtenue pour le rituximab dans les vascularites en cas positif en 2011 aux États-Unis. Donc, dans les vascularites, il y aura probablement une AMM en France pour le rituximab, mais nous ne l'avons pas encore. Et donc, dans le lupus, une AMM supplémentaire pour le belimumab. Alors, il y a un autre traitement, anti-CD22, qui a été testé dans des études qui sont des études complexes, avec des études de doses, avec des bras testant des doses progressivement croissantes. Et cet anticorps anti-CD22 cible le lymphocyte B, déplète en lymphocyte B, et de façon notable, eh bien, il a été mis en évidence qu'il y a un résultat en fait significatif obtenu avec la dose la plus élevée d'épratuzumab, de cet anticorps anti-CD22 par rapport au placebo. Et pour faire une longue histoire courte, on est encore dans des malades peu sévères, qui n'ont pas de néphropathie, pas d'atteinte du système nerveux central, et on s'achemine probablement vers une autorisation de mise sur le marché avec ces médicaments. Alors le commentaire que je voudrais faire, qui n'est peut-être pas très agréable à entendre pour les firmes pharmaceutiques, c'est que aucun de ces domaines ne fait d'études coût-bénéfice. Et de façon très importante, les anticorps monoclonaux sont des traitements qui sont très chers, et malheureusement beaucoup trop souvent actuellement dans le lupus, eh bien les bons vieux traitements dont le prix s'évalue en euros, que sont le plaquenil, éventuellement le cyclophosphamide, eh bien ne sont pas prescrits. Et donc, moi, quand je vois un patient lupique en consultation, il arrive que le plaquenil ne soit pas prescrit, qu'il ne soit pas à la bonne dose, et ma démarche n'est vraiment pas de me précipiter vers le belimumab, par exemple, même si, bien entendu, ces traitements biologiques peuvent apporter un plus en termes d'épargne cortisonique et d'augmentation de la qualité de vie de nos patients. Et là, c'est juste pour vous laisser envisager le champ des possibles dans le lupus. Le lupus, finalement, c'est une pathologie au cours de laquelle on a un dysfonctionnement du système immunitaire qui englobe le lymphocyte B, mais pas seulement, sinon le rituximab aurait probablement résolu le problème, le lymphocyte T, et qui met en jeu la voie de l'interféron alpha. Et donc, il y a différentes cibles possibles pour des biothérapies du futur, des biothérapies qui vont cibler l'interaction TB, des biothérapies qui vont cibler éventuellement le lymphocyte T, qui vont cibler éventuellement la voie interféron, des biothérapies qui cibleraient d'une autre manière le lymphocyte B, avec à la fois des molécules qui réguleraient la production de BAF, BLyS, y compris des récepteurs solubles, des molécules qui cibleraient directement le B comme l'épratuzumab, et puis des molécules qui réguleraient l'activation du complément, avec par exemple l'éculizumab, mais qui pose le problème d'être une molécule très onéreuse. Et je finirai avec une 4e maladie, et là une histoire que je trouve absolument singulière et qui nous permet de comprendre toute la complexité de la problématique des biothérapies. C'est l'histoire du natalizumab dans la sclérose en plaques. Alors très clairement, ce natalizumab, c'est une molécule, on va le voir, qui est dirigée contre une intégrine et qui était développée depuis les années 2000 dans la sclérose en plaques. Et là, patatras, là encore, on vous donne le New England Journal of Medicine en pâture, et c'est un cas clinique qui rapporte un patient qui a développé une leucoencéphalopathie multifocale progressive
et en fait, ce patient avait une sclérose en plaques. Alors, le vrai problème du clinicien, c'est celui-là. C'est-à-dire que vous avez un patient qui est avec une maladie donnée, que vous traitez par une biothérapie donnée, et qui va aggraver sa maladie. Et à un moment, il faut être très prudent. Si vous soignez le malade pour une maladie de Crohn et qu'il fait des signes neurologiques centraux, vous n'aurez pas de difficulté pour diagnostiquer qu'il y a une difficulté qui n'est pas en rapport avec la maladie de fond. Mais si vous soignez un patient qui a une sclérose en plaques, qui fait une nouvelle manifestation neurologique, eh bien vous pouvez risquer de passer à côté de ce qu'on appelle une leucoencéphalopathie multifocale progressive, qui est une infection opportuniste à virus JC, et qui a emporté ce patient. Il y a eu 3 cas cliniques rapportés dans le New England Journal of Medicine à la même époque. Et pour donc rapporter ça au traitement par natalizumab, et lorsque vous voyez le développement de cet anticorps, avec les premiers éléments obtenus en 1992, la première étude de phase 1 en 1997, et finalement les premiers éléments de phase 2 avec la diminution des rechutes de sclérose en plaques et un accord de la FDA aux États-Unis en 2004 pour la mise sur le marché de ce produit dans des formes sévères de sclérose en plaques, et bien de façon importante, en 2005, 3 cas de leucoencéphalopathie multifocale progressive, et là le laboratoire décide de retirer du marché le produit. Et là, ce qui est important, c'est que les associations de malades ont fait la pression, et en 2006, on voit réapparaître de façon très contrôlée le produit sur le marché. Pourquoi? Parce que la sclérose en plaques est une maladie dévastatrice, et que ce médicament apportait vraiment un plus dans la prise en charge de ces malades. Ce qui est important, c'est que jusqu'en 2010, eh bien, on retrouve qu'il y a 31 cas de leucoencéphalopathie multifocale progressive, mais finalement, les méta-analyses des cas, et il y a encore un article plus récent dans le New England, font état d'un nombre relativement limité de cas par rapport à l'utilisation du produit, et évaluent qu'il s'agit là encore et toujours d'un bénéfice pour les patients, même si un certain nombre d'entre eux ont développé cette maladie qui n'est pas forcément mortelle, mais qui est une complication qui invalide encore le patient. Et pour aller plus loin encore, c'est qu'aujourd'hui, on sait que le passé en immunosuppresseurs, les immunosuppresseurs reçus et la sérologie contre le virus JC, eh bien, sont des éléments qui permettent de prédire éventuellement la capacité du patient à développer ce type de complications. Alors, c'est important, c'est que cela me permet de revenir aux anti-CD20. Les anti-CD20, eh bien, en fait, il y a une étude qui montre que le rituximab, cet anticorps anti-CD20 chimérique, a une efficacité dans la sclérose en plaques, dans certaines formes de sclérose en plaques. De façon notable, eh bien, le laboratoire Roche, qui a développé le rituximab, a développé donc un anticorps humanisé, l'ocrelizumab, qui a l'avantage, en fait, d'avoir in vitro une efficacité plus grande dans la déplétion B. Le problème, c'est que les études dans la polyarthrite rhumatoïde ont été interrompues parce qu'on a vu apparaître un nombre de complications opportunistes trop importants pour être acceptables, et de façon notable, de façon concomitante, les études dans le lupus se sont arrêtées. Mais ce qui est important de mentionner, en fait, eh bien, c'est que si ces études se sont arrêtées dans le lupus et dans la polyarthrite rhumatoïde, ça n'est pas le cas dans la sclérose en plaques, et dans la sclérose en plaques, c'est la seule maladie où ce nouvel anti-CD20 de ce laboratoire continue à être développé, parce que s'il induit des maladies opportunistes, eh bien, il a une efficacité qui permet de penser qu'il apportera un plus chez ces patients atteints de sclérose en plaques. Donc, j'en ai fini avec ce topo pour vous dire que finalement, aujourd'hui, comme vous l'a dit Jean-Luc Teillot, il y a un nombre croissant de biothérapies disponibles pour une utilisation thérapeutique, que c'est une vraie révolution dans certaines maladies, comme dans la polyarthrite rhumatoïde, où la prise en charge des patients a changé. Nos collègues rhumatologues ont moins de lits, les patients ont des traitements ambulatoires, sous-cutanés, à domicile. Il n'y a pas, et nous manquons d'études coût-bénéfice, nous manquons d'études comparant les biothérapies entre elles, mais surtout, eh bien, il faut faire attention au fait que l'augmentation d'efficacité du traitement des patients s'accompagne d'une augmentation de l'immunosuppression. Et là, j'insiste sur le fait que nous apprenons beaucoup de ces nouveaux thérapies et que finalement de nouveaux traitements induisent de nouveaux risques. Et il faut vraiment faire attention à ce que le bénéfice pour le patient soit plus important que le risque qu'on lui fait courir. Et je crois que j'en aurai fini avec cette diapo. Je vous remercie beaucoup pour votre attention.